Alors, bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Djibril Seck. Je suis le directeur général adjoint de Jas Industries. Donc, je remplace Monsieur Khan. Voilà, donc par rapport à ce panel. Juste une petite présentation. Jas Industries est une société qui évolue dans donc l'industrie, comme le nom l'indique, les BTP et l'aménagement on va dire, de zones économiques spéciales, notamment la ZECID, qui est donc à côté de l'aéroport de Jas. Donc, on a un financement qui a été donc géré par l'APIX et un financement de la BOAD. C'est un projet assez important, assez structurant pour permettre de participer à l'industrialisation du Sénégal. Donc, je laisserai aussi mon co-débatteur juste à côté. Je me permets de saluer toute l'assistance et donc je participerai voilà, à ce débat. Et donc, ma question alors, qu'est-ce que vous entendez par un emploi de qualité ou un emploi durable? Alors, un emploi de qualité passe déjà par une formation de qualité. Très bien. Parce qu'une formation de qualité permet d'avoir un emploi de qualité et durable. Parce qu'on va dire à l'heure de l'informel, où on essaie de trouver des solutions, l'emploi de qualité est passé par l'emploi au niveau des industries, dans toute la chaîne de production, allant de l'ouvrier jusqu'au cadre encadrant. Donc, un emploi de qualité passe d'abord par une formation de qualité qu'on devra développer, notamment moins de théorie et plus de pratique. Aussi, dans mon expérience où j'ai eu à vivre ça entre la France et la Suisse, on met beaucoup en valeur l'apprentissage. L'apprentissage par on va dire de la dualité entre l'entreprise et le centre de formation. Ce qui permet d'avoir très tôt des produits, on va dire des emplois ou des personnes qualifiées inscrits dans le tissu industriel, on va dire, c'est le cas de le dire, et avec un bagou, une base pérenne. Voilà. Donc, je m'en arrête là pour faire. Je vous remercie, monsieur le DGA. Alors, monsieur Alla Gaïssen, vous êtes le président de la Fédération nationale des industries du Sénégal. Est-ce qu'au niveau de votre fédération, il y a des critères pour définir un emploi durable ou un emploi de qualité? Merci, monsieur le modérateur. D'abord, c'est un grand plaisir d'être là, de m'adresser aux jeunes et aux entrepreneurs, parce qu'un pays, c'est les deux, c'est des entrepreneurs, des élèves qui sont de futurs entrepreneurs. Pour un industriel, il n'y a pas de définition, comme l'entreprise peut être formelle ou informelle. C'est différent pour l'emploi. L'emploi ne peut pas être informel au Sénégal. L'emploi ne peut pas être informel. L'entreprise peut être informelle, mais l'emploi ne peut pas être informel. Je donne mon cas. Moi, mon premier boulot, je l'ai eu avec mon père. Mon premier boulot, quand j'ai fini les études, j'étais le DGA de mon père. Je n'ai jamais eu de contrat de travail. Mais la loi me protège. Parce que la loi dit qu'un contrat à durée déterminée, en fait, il n'a même pas besoin d'être enregistré au niveau de l'inspection. Il est de fait. C'est-à-dire que lorsque la personne vous ne lui avez pas dit vous venez pour 1 mois, 2 mois, 3 mois ou une année, de fait, il est à durée indéterminée et avec tous les droits qui vont avec. Donc, vous devez le mettre à l'IPRES, vous devez le mettre à la sécurité sociale. Donc, pour dire un emploi, il est de qualité toujours, mais si la personne ne connaît pas ses droits, effectivement, la personne peut travailler sans cette sécurité sociale et puis de retraite. Deuxième chose, il faut que ça soit un emploi d'avenir. Il y a des secteurs d'activité, lorsque vous travaillez dedans, je vous assure que vous êtes apeuré à disparaître. Moi, je n'utilisais pas l'IA. Vraiment, l'IA, ce n'était pas mon domaine. Mais c'est ma femme qui m'a dit, il faut utiliser l'IA. Mais je vous assure que depuis que j'utilise l'IA, je me sens augmenté. C'est-à-dire, je me sens augmenté sur beaucoup de choses.
Il suffit de demander telle chose, même faire un courrier. Tu lui donnes les axes, l'IA te fait une lettre. Donc, la productivité, donc l'emploi, je pense, de demain, c'est le travailleur qui sera augmenté par l'IA et qui ne peut pas être dans des secteurs traditionnels. Absolument, Monsieur Sen. Et nous constatons qu'avec les nouvelles technologies, le travail est modifié, la façon de travailler aussi est modifiée. On a le télétravail. Avant Covid, le télétravail était un fait exceptionnel. Aujourd'hui, il est admis par plusieurs employeurs et puis il n'y a plus vraiment de débat sur la nécessité de faire du télétravail ou pas. Donc, le travail évolue, le monde évolue et donc les conditions du travail également évoluent. Alors, Monsieur Serim Mamadou, vous êtes le directeur général de la SAPCO. Dans le domaine touristique, comment peut-on définir un emploi formel ou durable? Merci beaucoup. Bonjour aussi à tous mes copanélistes. Je suis Sri Mamadou, directeur général de la Société d'aménagement de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO SA. Pour répondre à votre question, un emploi durable, c'est un emploi quand même qui se construit dans le temps. Dans une infrastructure touristique, un emploi durable est considéré comme un emploi qui dure toute l'année, comparé à un emploi qui pourrait juste se limiter pendant la haute saison ou pendant la basse saison. Et contrairement, comparé à un emploi de qualité, un emploi de qualité, contrairement à un emploi durable, c'est un emploi qui, au-delà même de la stabilité, vous garantit quand même des conditions de travail décentes, qui permettent d'avoir un salaire juste et régulier, une protection sociale, qui vous permettent aussi de progresser, comme l'a dit tout à l'heure un des panélistes, et qui vous permet quand même d'engranger quand même un capital expérience et vous permettant d'évoluer dans ce sens-là. Donc, dans une industrie touristique, c'est ce qu'on appelle un emploi de qualité. Merci, Monsieur Mboup. Monsieur Ousmane Baye, vous êtes le directeur général de Dangote Cement Sénégal. Votre entreprise a beaucoup fait dans la création d'emplois locaux. Comment s'est passée la structuration des chaînes de valeur et surtout racontez-nous l'histoire derrière votre entreprise et comment vous avez réussi à avoir les talents de qualité dans votre entreprise. Voilà, merci beaucoup, Léon. C'est une question quand même très pertinente. D'abord, je voudrais commencer par saluer tous nos co-débatteurs, n'est-ce pas, M. Alassane, voilà, Brian Alain, qui est un des acteurs industriels plus reconnus au Sénégal. Et quand même, nous travaillons avec lui, en tout cas le syndicat que je dirige, le syndicat professionnel des industriels qui est au niveau du CMP et le FINIS qui est au niveau de la CNES. Nous travaillons ensemble pour que le secteur privé puisse parler d'une seule et même voix. Comme vous le savez, ici, Dangote, la société que je dirige, fait partie du groupe Dangote Cement, qui est dirigé par Aladji Aliko Dangote, que tout le monde connaît en Afrique par rapport à sa vision, de transformation de l'Afrique. Parce que lui, le message qu'il essaie de faire passer, c'est que l'Afrique ne peut être industrialisée que par les Africains. Il ne faut pas rêver. Il n'y a personne qui va venir d'ailleurs pour venir développer l'Afrique. C'est pourquoi tous ces investissements tournent autour de la transformation. Nous avons commencé par le ciment, a fait notre nom un peu partout en Afrique. Nous sommes présents dans plus de 14 pays d'Afrique. Et récemment, tout le monde est au courant, il a investi dans une raffinerie au Nigeria qui a complètement changé l'économie nigériane, pour ne pas dire beaucoup de pays africains. Parce que tout simplement, je vous donne un exemple très banal, le Nigeria qui est un pays producteur de pétrole, qui exporte même le pétrole un peu partout en Afrique et partout dans le monde, exporter le pétrole brut pour encore importer les produits finis, que ce soit le gasoil, en tout cas tous les produits qui viennent du pétrole, pour être vendus au Nigeria. Ce qui est une contradiction par rapport à... C'est pourquoi d'ailleurs il a investi sur la raffinerie. Et quand il avait investi, quand même, personne n'avait cru en ce projet. Et d'ailleurs, même quand il a terminé, il a eu même des difficultés quand même pour démarrer. Mais l'avenir lui a donné raison parce que la crise récente
du Proche-Orient avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran ont fait que tous les produits pétroliers ont flambé en Afrique. Flambé même, c'est trop dire. Il y avait même une possibilité qu'il n'y ait plus de produits pétroliers parce que l'Europe s'est protégée très rapidement par cette crise. Et là, c'est là où les gens ont compris que monsieur avait cette vision-là. Et vous le voyez, il travaille toujours à voir comment industrialiser l'Afrique. C'est pourquoi quand même, il a déroulé sa stratégie de vision 2030. C'est la transformation de l'Afrique. Et la transformation ne peut passer que par l'industrialisation. Et quand on parle d'industrialisation, ça rejoint quand même la première question que vous avez posée tout à l'heure, des emplois de qualité et des emplois durables dans de bonnes conditions de travail. Donc, le groupe Dangote pour lequel je travaille, que je représente ici au Sénégal, nous sommes dans cette perspective-là, continuer pour la transformation de l'Afrique. Et pour cela, ce sont des investissements dans des secteurs stratégiques où la matière première n'est plus exportée, parce que exporter la matière première, c'est tout simplement exporter les emplois. Donc, c'est la transformation, l'industrialisation, et aucun pays dans le monde ne peut se développer sans des industries fortes. Effectivement, ben vous avez raison, parce que dans cette transformation, il y a plusieurs métiers qui interviennent. Il y a l'évolution technologique et nous allons parler justement d'évolution technologique, mais plutôt précisément de l'ingénierie électrique avec M. Chérif Nema Aïdara, qui est le directeur général de 3MD Énergie. C'est bien cela? Ah, ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter davantage votre entreprise et surtout nous dire quels sont éventuellement les défis pour une structuration en matière de création d'emplois décents, d'emplois durables ou de qualité dans votre secteur? Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de saluer mes collègues panélistes avant de répondre à votre question. Effectivement, pour parler de 3MD Énergie, je commencerai par dire que aujourd'hui c'est une société nationale d'ingénierie qui est spécialisée dans la conception d'équipements électriques pour l'industrie électrique. Et cette entreprise qui a été créée en 2015 a une particularité, c'est que dès le début, elle a levé le pari de mettre en place des unités de production qui permettent aujourd'hui de sortir un tout petit peu de la dépendance aux importations d'équipements électriques. Aujourd'hui, c'est une société qui est au niveau du secteur électrique dans la partie qu'on appelle la distribution, puisque vous savez qu'il y a la production, le transport et la distribution. C'est le maillon qui permet aujourd'hui de connecter les utilisateurs finaux, les foyers, les utilisateurs à l'électricité. Et dès le début, c'était de se dire qu'en industrialisant ce secteur, nous pouvons arriver à impacter sur le prix des équipements, sur le coût des équipements, de créer une valeur ajoutée locale, de valoriser notre expertise, de créer des emplois dans des domaines qui sont très quand même sélectifs et surtout d'accélérer la marche vers l'accès universel des populations à l'électricité. Donc, chemin faisant, aujourd'hui, en 10 ans, on peut dire que cette entreprise a en partie réussi son pari, puisque l'année dernière, nous avons eu l'honneur de donner les clés du 1000e poste au président de la République du Sénégal. 1000 postes produits représentent un impact de plus de 10 milliards de francs CFA d'économie réalisés grâce à l'industrialisation de ce secteur. Mais pas que. Cela nous a aussi permis aujourd'hui d'accompagner les EPC, les multinationales dans les projets structurants qu'ils ont au Sénégal et dans la sous-région. Et aujourd'hui, après le Sénégal, cette entreprise arrive à exporter cette expertise dans la sous-région et d'accompagner les régies d'électricité dans leurs projets d'électrification qu'ils ont dans la sous-région, dans leurs pays respectifs. Donc aujourd'hui, c'est de dire donc
que dans cette dynamique où nous sommes, de mettre en place des unités industrielles qui permettent d'optimiser les coûts des équipements électriques, nous arrivons à créer de la valeur ajoutée, pas que au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Et c'est ça aujourd'hui la vision de l'entreprise. Et cette vision-là ne s'arrête pas à ce niveau. Aujourd'hui, que nous avons d'autres problématiques qui sont liées non seulement de produire ou de produire de l'énergie, mais c'est de se dire que cette énergie que nous sommes en train de produire, qu'est-ce que cette énergie nous permet de produire localement. Et comme nous sommes dans des secteurs qui sont dynamiques, puisque aujourd'hui la problématique se déplace, nous parlons de oui, il faut produire, il faut transporter, mais il faut que ça soit de manière optimale. Nous avons des réseaux aujourd'hui qu'il faut moderniser, parce qu'on parle de smart grid aujourd'hui. Donc, c'est d'accompagner aujourd'hui l'écosystème à aller vers aujourd'hui une chaîne de valeur qui est totalement intégrée. Donc, pour parler un peu de 3MD Énergie, de notre vision, et pour répondre à votre question, pourquoi c'est important par rapport à l'emploi que d'avoir des entreprises locales qui sont dans l'industrie, c'est que ça permet de pourvoir des emplois dans des métiers qui sont difficilement pourvoyeurs d'emplois. Parce que quand on parle de l'ingénierie, quand on parle de la technologie, quand on parle aujourd'hui des nouvelles technologies, c'est des domaines dans lesquels, tant que nous n'industrialisons pas nos secteurs, nous n'arriverons pas à pourvoir assez d'emplois pour les débouchés, pour les jeunes qui sortent des écoles. C'est en partie pour répondre à votre question sur aujourd'hui la durabilité, l'employabilité des jeunes qui peuvent être issus de ces secteurs. Ben, merci beaucoup, M. Aïdara. Nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet, comme on le dit. Là, je me tourne vers M. Sen. Vous êtes un peu le porte-parole des industriels dans ce panel. Qu'est-ce que les industriels sénégalais pourraient attendre de l'État ou du gouvernement pour vraiment promouvoir davantage la création d'emplois grâce aux atouts industriels du pays? C'est une grosse question. Comme on le sait, dans tous les pays, ce sont les industriels qui créent l'emploi. C'est-à-dire, quand on a la structure d'une économie, vous avez le primaire, le secondaire, le tertiaire. Et c'est ce tertiaire-là qui tient l'économie parce que qui donne à l'agriculture les moyens, que ce soit les équipements, les intrants, engrais phytosanitaires pour récolter aussi, pour transformer, c'est l'industrie. Les services aussi pour la chaîne logistique de distribution, c'est l'industrie. Donc, pour dire que si l'industrie est bien structurée dans un pays, normalement, il n'y a pas de problème d'emploi. Mais malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les statistiques disent que, dépendamment qu'on prend le formel et l'informel, on est entre 10 et 25% d'emplois industriels dans notre pays. Donc, pour dire que un emploi industriel doit pouvoir créer beaucoup d'emplois dans les services. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. Nous venons de faire nos états généraux de l'industrie. Oui. Je vais faire la publicité pour le ministère du Commerce, de l'industrie. Notre ministre, vraiment, qui est issu de nos rangs, parce que c'est un ancien de Nestlé. Nous avons fait les états généraux. On a examiné pendant 8 mois les problèmes de l'industrie. Et on s'est rendu compte que tous les problèmes qu'on avait, en fait, c'était des causes. C'était des causes à un manque de gouvernance. C'est-à-dire, une industrie, ça se gouverne. Ça se gouverne en ce sens que, soit vous mettez, comme on appelle, des comités interministériels comme au Maroc. Au Maroc, pendant 20 ans, c'est des conseils interministériels qui ont permis de lancer l'automobile, l'aéronautique, la pharmacie, le textile. D'autres pays n'ont pas fait. C'est maintenant que le Maroc commence à faire ce que nous voulons faire. En fait,
On va sauter parce que le Sénégal ici, en tout cas moi, c'est en 1999 que je suis venu dans l'industrie. Je fais partie des vieux jeunes. Donc, parce qu'en 99, j'ai dirigé l'entreprise industrielle familiale. 99 jusqu'à récemment, avec le nouveau ministre, il ne s'est jamais tenu un conseil interministériel sur l'industrie. C'est-à-dire que dans notre pays, on fait des conseils interministériels pour l'inondation, pour les rentrées scolaires, c'est-à-dire pour les urgences. Mais pour ce qu'on doit structurer du sérieux, ce n'est pas vraiment la priorité de l'État. Donc, nous avons pris vraiment le temps de participer avec le ministre et de dire qu'on va faire ce qui se fait le mieux ailleurs, c'est-à-dire un conseil national d'industrialisation. Ce n'est pas comme le conseil économique et social, hein, c'est différent. Là, il s'agit d'avoir les capitaines d'industrie, donc filière par filière, et qu'on puisse délibérer. C'est-à-dire qu'on puisse donner des avis. Je ne sais pas si vous connaissez le Conseil national de la consommation. Le ministre se rencontre avec les commerçants. Tous les prix administrés, c'est ce conseil qui donne des avis. Mais nous, on le veut pour l'industrie. On le veut pour l'industrie parce que lorsque il y a des opportunités d'industrie, comme par exemple la commande publique. DG est parti, mais j'aurais bien aimé qu'il soit là. Parce que j'ai été 6 ans au conseil de régulation de l'ARCOP, 6 ans, mais ça ne marche pas. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que les textes de l'ARCOP ne sont pas pensés par le secteur privé. Et c'est moi qui vous le dis. J'ai participé à la dernière réforme du Code des marchés publics, mais j'avoue que dans les textes, il est dit que c'est nous qui devons les penser, c'est-à-dire le secteur privé, l'État, on doit le faire ensemble. Mais ils se mettent en contre-mur, ils décident et puis ils nous les donnent. Mais c'est comme si on réfléchissait pour vous, en fait. C'est une camisole de ça. force. Le marché public, Oumar Sow est parti, mais les marchés publics au Sénégal, en tout cas, c'est une camisole de force. Je donne juste un exemple, hein. Oumar Sow l'a dit, 15 préférences, okay? 15 régimes de préférence au Maroc. Je vous donne juste au Maroc quelque chose. On ne vous demande pas, pour un projet jamais réalisé dans le pays, on ne vous demande pas des marchés similaires. Dans notre pays, on le fait. Au Mali, il n'y en a pas. Moi, au Mali, j'ai quitté le Sénégal en 2003 pour créer la même chose que mon père là-bas, dans les gaz industriels. Mais j'avoue, c'est une société toute nouvelle. Mais là-bas, quand on a expliqué au ministère de la Santé, il dit, écoute, une société nouvellement créée, on ne te demande pas d'attestation. Ce qu'on te demande, c'est qui porte le projet. Est-ce que vous avez un background? Mais effectivement, on avait un background. J'ai pris notre directeur technique ici, je l'ai amené. Le Malien qu'on a trouvé là-bas, c'était un commerçant, un hôtelier à Zalaï. Mais je vous assure, on a soumissionné, on a gagné. Mais on nous a demandé, avec certificat d'honorabilité de la banque par contre, il dit, il faut que, parce que les banques nous connaissent. L'État peut ne pas nous connaître. Donc, avec une attestation d'honorabilité de notre banque qui était la BNP, ben, l'État a dit, et c'était compte Air Liquide, hein, ce n'était pas petite affaire. Et c'était pour donner de l'oxygène médical à des hôpitaux. Donc, pour dire que le code des marchés, ce n'est vraiment pas quelque chose qui nous permet de faire. L'autre chose, c'est la concurrence déloyale. Okay. Nous avons beaucoup d'industries aujourd'hui qui veulent transformer les matières premières, mais font face à la concurrence. Je vais vous donner juste 2. La première industrie, c'est Twyford. Vous connaissez les carreaux? Twyford, sur la route de Singala. Mais c'est 100 milliards d'investissements sous fonds propres. Il n'y a pas de dette, 0% de dette. 0% de dette. Il va prendre l'argile. Il va prendre le granit depuis Kédougou. Mais il transforme, il fait des carreaux. Il a sa propre centrale d'électricité. C'est pour ça que quand on dit que l'électricité, tout ça, ce n'est pas des problèmes. Le vrai problème, c'est la gouvernance de l'industrie. Quand il a vu qu'il y avait des contrefaçons, il y a des gens qui amènent des carreaux à 1500 francs le mètre carré. Mais on a posé le problème à la douane. Et la douane a coopéré. On a identifié ces fraudeurs qui n'est autre chose que les Chinois qui viennent ici. Aujourd'hui, Twyford, c'est 60% du marché. Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, c'est l'employabilité des jeunes. Au Sénégal, la NSD a dit que la moitié, et 49%, c'est la moitié, des jeunes âgés de 15 à 35 ans ne sont pas à l'emploi, n'ont pas de formation et n'ont pas fait l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? C'est un grand défi quand même. Hein? Donc, pour dire que l'emploi, pour l'industrie, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire les problèmes sont plus nombreux. Je peux vous parler de la logistique. Je peux vous parler aussi des incitations fiscales. Il y a beaucoup de choses qui font de sorte qu'on va les régler au niveau. Maintenant, quelque chose que je voulais dire tout à l'heure pour les gens de l'ADER, là, s'ils étaient là. Oui, vous avez encore 1 minute. 1 minute. Abdoul Mbaye a tout à fait raison. Vous savez,
l'emploi, c'est une fonction économique. L'emploi est une réponse à la production. Tant qu'on n'a pas compris que l'emploi, ce n'est pas une politique sociale, il n'appartient pas à l'État de financer l'auto-emploi, il n'appartient pas à l'État. Ouais, l'ADER, là, c'est pavie 1, pavie 2, c'est 200 milliards. Khayundaoui, c'est 450 milliards. Pour faire quoi? Pour faire du pavage, du reboisement, faire aussi UCG, ramassage des déchets. Vous aurez subventionné certaines industries. Je peux dire on peut créer plus que ce que l'État fait mal avec l'argent public. Et tout ça, c'est de l'économie. L'économie, c'est comment utiliser l'argent public de la manière la plus efficace possible avec l'argent privé. Parce qu'il y a des choses comme des gens l'ont dit ici. C'est au privé de prendre des risques. Ce n'est pas à l'État de prendre des risques. Et le privé, c'est bien comment prendre les risques, le mettre là où il faut pour qu'on puisse produire et que l'emploi puisse venir en retour. Mais très bien, Monsieur Sen. On voit que vous défendez très bien le secteur industriel. Mais c'est normal, vous êtes le président de la fédération. Monsieur le directeur général adjoint de Jazz Industries, à votre niveau, quelle politique publique attendriez-vous éventuellement de l'État sénégalais pour davantage recruter, pour davantage créer d'emplois réels et durables? Je voulais juste aussi rajouter un point sur donc, la présentation de Jazz Industries. Nous sommes aussi un promoteur développeur. On développe une zone économique sur Jazz de 14 hectares, juste derrière l'aéroport de Jazz, avec des connectivités, c'est un hub en fait, privé, avec des connectivités assez intéressantes, notamment le port de Ndayan qui est à côté, le port de Sendou, l'aéroport de Jazz, le TER qui va être continué et l'autoroute. Donc, c'est une zone vraiment, vraiment très intéressante pour tous les industriels. Et là, par rapport à ce que vous disiez, il ne faut plus considérer l'ensemble de ce microcosme comme des, on va dire, des éléments épars. C'est plutôt une chaîne de valeur qui permettrait de pouvoir développer un complexe logistico-industriel. C'est-à-dire qu'on pourra, dans un premier temps, ce qui se fait déjà, récupérer la matière première, la transformer, la transformer dans un processus industriel et pouvoir la commercialiser en interne et en externe. Donc, je voulais juste rebondir sur votre question. Oui, est-ce qu'à Jazz Industries, vous avez des attentes particulières vis-à-vis de l'État en matière de politique publique pour encourager la création d'emplois formels? Tout à fait. Vu la difficulté qu'il y a maintenant, c'est surtout le financement. D'accord. Le financement. Vu les difficultés qu'on retrouve maintenant, notamment, on en a beaucoup parlé, les marchés publics et autres, dans le panel précédent, il y a un point qui a été bien évoqué, qui nous intéresse, nous, au premier point, c'est les partenariats publics-privés. D'accord. Dans le partenariat public-privé, il y a des projets d'initiatives, on va dire, d'initiatives privées, les appelle les OIPR, au niveau de l'unité nationale de l'UNAPPP, qui permettrait de pouvoir réaliser, en tout cas initier, concevoir et réaliser avec l'État des projets structurants dans les infrastructures, dans l'industrie, dans les aménagements de plusieurs dizaines d'hectares, permettant évidemment de pouvoir développer l'emploi des jeunes et autres. Donc, c'est toute une chaîne de valeur. Ça, c'est une base, on va dire, les projets en PPP, pouvoir, dans ce genre de projet, nous permettre de dérisquer le projet. Ça, c'est un premier. Ça a été dit dans le panel précédent. Dérisquer le projet avec un accompagnement fort de l'État, de pouvoir aussi permettre certains avantages, on va dire, fiscaux ou emplois qu'on peut retrouver dans les zones économiques spéciales qui sont gérées par l'APIX au jour d'aujourd'hui. Et ceci, c'est des avantages et des incitations, on va dire, financières qui permettraient, comme a dit M. Sen, aux industriels, parce que c'est à nous de trouver les solutions. Ce n'est pas à l'État. C'est aux industriels de trouver les solutions et on en a des solutions. Absolument. Pour permettre de développer, mais il nous faut des accompagnements, notamment dans les banques, le financement privé. Vraiment, on est confronté à de gros problèmes pour lever des financements en local.
Après, on peut toujours trouver des financements à l'étranger, notamment on va dire les services privés de la POAD, de la BID, des choses comme ça, qui permettent, avec on va dire, le fait de dérisquer, comme le disait notre ancien panéliste, le projet permettre de rentrer dans les projets et en PPP. Et je pense que c'est le maître mot au jour d'aujourd'hui, PPP, dérisquer et permettant aux industriels de montrer leur valeur ajoutée. Merci infiniment, Monsieur le DGA. Il nous reste à peine un quart d'heure, d'où la nécessité de reformuler la question pour être plus précis et vraiment demander aussi à nos panélistes de faire l'effort d'être assez concis dans leurs réponses. La SAPCO, Monsieur le DG de SAPCO, vous travaillez sur le développement des pôles touristiques. Comment justement transformer les atouts touristiques du Sénégal en produits d'investissement structurés, compétitifs et porteurs d'emplois durables? Merci pour la question. Donc, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, c'est une société quand même qui est vieille de 50 ans. Donc, la SAPCO a été créée en 1975. Donc, c'est la SAPCO elle-même qui a créé la première station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest, qui est Salut Portudal. Donc, nous sommes en cours de création de la deuxième, qui est Pointe-Sarène, qui est une station qui s'étend sur une superficie de 110 hectares. Donc, il y a déjà l'installation d'un premier hôtel de 5 étoiles, qui est Riu Baobab, qui est installé sur Pointe-Sarène. Et il y a le deuxième qui vient d'être lancé, un deuxième hôtel de 253 chambres, qui s'appelle Palmera Hotel and Resort, qui sera finalisé en 2028, normalement, si tout se passe comme prévu. Donc, nous avons aussi également lancé la troisième station écotouristique de Mbodiène, qui s'étend sur une superficie de 504 hectares. Donc, où on a prévu quand même d'installer pas mal de grands groupes hôteliers, à savoir Hilton, Best Western, et même des hôtels de marques africaines comme Azalai, comme d'autres investisseurs sénégalais. Donc, toutes ces stations-là concourent à rehausser et à renforcer quand même l'offre touristique sénégalaise. Et quand on parle de l'offre touristique, il faut mettre en place des hôtels, des résidences de promotion touristique, des cliniques qui aussi participent à élever le niveau des stations touristiques. Des cliniques, par exemple, on voit beaucoup de Sénégalais qui partent en Turquie, qui partent à Dubaï pour faire de la chirurgie esthétique, qui font appel à des nouvelles formes quand même de médecine moderne. Et on aimerait que nos stations touristiques sénégalaises quand même puissent disposer de tous ces atouts-là. Donc, tout ce qui est capacité litière, rien que sur Mbodiène, on avoisine les 3000 lits. Donc, sur Pointe-Sarène, il y a déjà 524 chambres qui sont déjà installées. Il y a 253 qui vont être installées. Et à partir du mois de septembre, il y a un deuxième hôtel, nous, qui sera réalisé par M. Omar Sow, qui était là tout à l'heure, de CSE, d'une capacité de 60 chambres. Donc là, SAPCO, en ce qui le concerne, en fait, c'est un promoteur, mais qui veut aller vers le développement. Donc maintenant, on veut quitter juste l'aspect aménagement, mais on va être des aménageurs développeurs. Donc on rentre aussi dans tout ce qui est PPP. On met en place maintenant des joint ventures avec les investisseurs ou les porteurs de projets qui souhaitent construire un hôtel. Là, SAPCO peut mettre à disposition le foncier qui lui permettra, elle, de rentrer dans le capital de cette structure-là et d'avoir un aperçu sur ce qui se fera comme qualité de prestation, mais surtout de contrôler les emplois qui seront créés. Mettre aussi en place des structures qui permettront de former les personnes qui seront en charge de gérer ces structures-là. Parce qu'au Sénégal, on parle souvent que les hôtels sont là, 5 étoiles, mais la qualité de service quand même laisse à désirer. Donc, il nous faudrait mettre en place des écoles hôtelières dignes de ce nom, où les Sénégalais seront formés pour offrir un niveau de service digne des hôtels 5 étoiles de Dubaï, de Paris ou des États-Unis. Donc, la SAPCO est dans cette logique-là. Et toutes les conditions sont réunies pour que d'ici 2029, les premiers résultats puissent être perçus et aperçus par les Sénégalais. C'est très intéressant. Est-ce qu'on peut estimer que c'est l'illustration du partenariat public-privé?
les projets dont vous avez parlé. C'est ça. Bon, sur le deuxième hôtel dont je viens Palmera Hotel and Resort, c'est un partenariat public-privé. Donc, sur Mbodiène aussi, avec le groupe Hilton, c'est un partenariat public-privé. Donc, et la SAPCO en soi, c'est une structure publique, mais c'est une SA. Et c'est en quelque sorte, on est détenu à 98,25% par l'État. Je vois. Et l'actionnariat peut être aussi ouvert. Ben, je pense que ce dynamisme dans le secteur hôtelier et touristique devrait inspirer nos amis du secteur industriel. Alors, Monsieur Ousmane Mbaye, pardon, vous décrochez votre nom. Vous avez beaucoup parlé de transformation dans votre intervention. Transformation pour donner de la valeur aux matières premières, transformation aussi pour créer des emplois décents et durables. Alors, selon vous, quel est le rôle des zones industrielles ou zones économiques spéciales, agropoles ou infrastructures logistiques dans le renforcement de la compétitivité industrielle au Sénégal? Voilà, merci beaucoup, M. Léon. Je pense que le rôle est absolument central. Vous savez, une industrie ne se résume pas à une usine. Beaucoup de gens font cette confusion-là. Elle repose sur un écosystème qui est composé d'infrastructures et infrastructures portières. Je pense que tout à l'heure, j'ai entendu parler du port de Ndayane, qui est en cours de construction, et le port de Sandou, parce que tout le monde sait que le port de Dakar, il y a une congestion énorme et que les industriels, en tout cas toutes les sociétés qui utilisent ce port, payent des surestaries uniquement avec le montant des surestaries et des demurrages que nous payons au niveau du port de Dakar. Je ne sais pas combien de petites et moyennes, il y a combien d'industries même on peut créer. Donc là, nous saluons aussi la vision de l'État de créer deux nouveaux ports, un port vaquier à Sindou et un port pour conteneurs à Ndayane. Donc les infrastructures aussi jouent un rôle assez important. Parce que ça permet de réduire les coûts logistiques. Quand on parle de coûts logistiques, on parle de coûts de production. Et quand on parle de coûts de production, c'est par rapport à la compétitivité. Nos industries ne sont pas compétitifs, pas de compétitivité, que ce soit sous le coût de l'énergie. Pour certains, ils ont des centrales électriques, ils sont autonomes, mais ils ne sont pas nombreux. Donc les autres dépendent de la Sénélec avec des coûts d'énergie quand même assez chers et qui ne sont pas compétitifs. Alors, je ne dis pas compétitifs par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, je voudrais aussi insister sur un élément quand même assez important, lequel aussi, pour terminer, c'est la formation. Moi, je pense que la formation quand même est très, très, très importante pour le secteur industriel, en tout cas pour le développement de ce pays. Parce que tout simplement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout le monde doit aller à l'université? Nous avons ce problème-là. Tout le monde veut aller à l'université. Ce n'est pas possible. Ça, tout le monde l'a compris dans le monde, sauf nous. Nous sommes toujours en retard. C'est pourquoi d'ailleurs les pays développés ont développé les lycées techniques. Les lycées techniques permettent, n'est-ce pas, d'orienter certains élèves qui n'ont pas la capacité d'aller à l'université, ça se sait, ils vont juste perdre du temps pour aller à l'université. Et il y a beaucoup de métiers, n'est-ce pas, qu'on apprend toujours dans la rue. Et avec, comme on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe actuellement, ces métiers-là ont des problèmes. On peut les citer, par exemple l'automobile, les mécaniciens, les plombiers, les électriciens. Mais tous ces métiers-là, à 99%, sont formés sur le tas. Et actuellement, ils ont des problèmes parce que si vous voyez même à Dakar le nombre de véhicules que vous voyez tous les jours en panne, c'est parce que tout simplement, ces acteurs-là qui ont été formés sur le tas sont actuellement dépassés. Parce que là, tout le monde, n'est-ce pas, va vers des automobiles électriques. Okay, on parle d'électricité et ça ne peut pas se prendre sur le... Donc, je pense que la formation quand même est un élément et c'est assez important sur lequel nous, en tant qu'industriels, en tant qu'acteurs, on demande, c'est nous qui devons former, effectivement, c'est nous qui devons former
notre personnel. Effectivement, nous le faisons, mais je pense que l'État aussi a un rôle, parce que c'est l'État qui gère l'éducation nationale, la formation, de mettre sur le marché des personnes qui sont prêtes à travailler sur certains métiers techniques, des métiers techniques. Parce qu'en industrie, nous avons Merci. besoin en métiers Merci. techniques. Ils auront des difficultés pour les avoir. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Monsieur Mbaye, d'avoir vraiment abordé ce point de formation qui est un point, je vais dire, très important. Vous parlez du Sénégal, mais ben, moi, je viens du Bénin, c'est la même question qui se pose. Je suis souvent en Côte d'Ivoire, c'est la même préoccupation. J'ai l'impression que nos pays ont en commun certains problèmes auxquels on a du mal à trouver des solutions durables. Justement, on va continuer avec la réflexion sur la formation. Alors, Monsieur Aïdara, selon vous, comment on peut structurer vraiment la montée en compétences, même la recherche et développement dans les centres techniques ou ailleurs, pour davantage soutenir l'innovation et la qualité? Merci beaucoup. Je me réjouis déjà des réponses qui ont été apportées par mes copanélistes. Ils répondent en partie à la préoccupation et de manière très claire. Juste peut-être rajouter qu'il ne faut pas oublier, en tout cas nous dans le domaine de l'énergie, que nous sommes dans des secteurs qui sont très normés. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, nous, pour l'unité de fabrication des postes électriques que nous avons ici au Sénégal, avant d'installer un seul poste, il faut avoir une homologation. Il faut avoir une homologation de la régie d'électricité. Et ça, c'est pareil pour tous les pays où nous nous sommes implantés. Pour dire que nous sommes dans des secteurs qui sont très normés, où vous avez l'obligation d'avoir un personnel de qualité, un personnel qui est formé et un personnel qui est continuellement formé. Parce que la technologie avance, les normes avancent et il faut que vous puissiez toujours être à niveau, sinon vous allez être dépassé. Nous sommes dans des secteurs qui sont fortement concurrentiels. Aujourd'hui, si vous n'évoluez pas, les autres, pour ne pas dire la concurrence, mais la technologie venant d'autres pays, elle continue à évoluer et vous allez être dépassé. D'où la nécessité aujourd'hui, comme je disais, d'avoir un personnel qualifié dès le début, mais avec des qualifications qu'il faut maintenir. Donc, en termes de formation, nous savons aujourd'hui que nous sommes un peu limités en termes de capacité, on va dire, sur le plan académique. Donc, il y a une nécessité pour les entreprises d'investir dans tout ce qui est aujourd'hui innovation, tout ce qui est recherche et développement pour pouvoir être toujours compétitif sur le plan national et international. Donc, cet aspect formation revêt un caractère pour moi primordial. Très bien. Alors, nous avons pratiquement épuisé le temps qui nous est imparti. Je vais demander au comité d'organisation de nous attribuer encore 5 minutes. Ça tombe bien. Nous avons 5 panélistes. Chacun de vous va prendre la parole pour répondre en 1 minute à cette question. Que faut-il faire pour avoir des champions industriels au Sénégal qui créent des emplois de qualité? Alors, en 2 ou 3 phrases, je souhaiterais que chacun de vous puisse véhiculer 1 ou 2 idées fortes qui seront un peu les conclusions de nos échanges dans ce panel. Alors, on va évidemment commencer par M. Aïdara qui vient de parler. Donc, selon vous, que faut-il faire pour avoir des champions industriels, pour booster et encourager des emplois de qualité? 1 minute. En 1 minute, je dirais, quand je lis aujourd'hui le master plan du Sénégal 2025-2036, ce master plan dit que le Sénégal doit avoir 200 champions. Et l'objectif, c'est d'en avoir 20 tout de suite. Parce que c'est une condition sine qua non pour avoir un écosystème qui est compétitif, qui est durable. Puisque si nous n'avons pas
des champions qui sont capables d'intégrer une chaîne de valeur, de créer un écosystème, nous ne pourrons pas compétir sur le plan international. Merci, Monsieur Aïdara. Monsieur le DG de Dangote Sénégal, Monsieur Mbaye. Voilà, merci beaucoup pour cette question quand même. Moi, je pense qu'il faudra... Parce que nous avons déjà des champions locaux. Nous en avons tellement au Sénégal. Mais quelle est la reconnaissance que nous avons par rapport à ces champions locaux? On peut les lister, hein, tout le monde les connaît. Tout à l'heure, même, il y a le Choix du Sow, on en a tellement. Mais le problème, on n'arrive pas à le comprendre. On peut évoquer effectivement des chiffres. On veut 120, on veut 30, on veut 200, on veut 1000. Et d'abord, regardons les champions locaux qui sont déjà là. Comment l'État fait pour les accompagner? Parce que le Nigeria, si Aliko Dangote est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il a été accompagné par son pays pour être un champion, pas seulement national, mais un champion africain, pour ne pas dire mondial. Donc le problème, nous avons vu des champions locaux, nationaux, qui sont traînés dans la bourre, qui ont beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à faire tourner leur business. Et moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Et moi, je pense que l'État, quand même, a un rôle assez important pour protéger ces champions locaux, pour en faire des milliers. Je pense que M. Aïdara aussi est un exemple. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Donc, la phrase finale pour conclure, je suis le modérateur. Oui, C'est ce que je voulais laisser comme message final. C'est que le Sénégal n'est pas condamné à exporter ses recherches. Nous avons les ressources, les compétences et l'ambition nécessaires pour bâtir une industrie forte, compétitive et créatrice d'emplois. Le moment est venu de transformer notre potentiel en prospérité. Merci beaucoup. merci beaucoup. Je pense que c'est un message très fort. Monsieur le DG de SAPCO. Pour répondre à cette question, je pense que nous avons déjà beaucoup de champions. Maintenant, ces champions sont en difficulté chez nous parce qu'ils sont mis en concurrence avec des structures quand même, ou des multinationales qui nous viennent d'ailleurs et qui bénéficient quand même de pas mal de privilèges comparés à eux. Donc, le monsieur a parlé tout à l'heure quand même des clauses préférentielles qui existent dans certains pays pour les entreprises quand même étrangères, ce qui n'est pas le cas. Au Sénégal, c'est porte ouverte pour toutes les entreprises. Donc, si une entreprise chinoise peut bénéficier d'une exonération de 20% et qu'on la mette en concurrence avec une structure sénégalaise, donc je pense que quand même, on part défavoriser. En tout cas, il faudrait que l'État puisse quand même mettre les conditions idéales pour permettre à nos structures locales quand même de bénéficier quand même d'un bon accompagnement, le temps qu'elles puissent être solidement ancrées pour pouvoir quand même faire leurs preuves, leur donner des marchés, les accompagner au niveau des institutions de financement et puis quand même leur ouvrir aussi la porte pour s'exporter ailleurs, comme ce que font beaucoup de pays de la sous-région maintenant. Merci, monsieur le DG de SAPCO. Alors, monsieur le président de la Fédération des industriels du Sénégal, alors quelles sont vos 2 fortes recommandations à la fin de ce panel? Moi, j'en ai une seule, OK, la gouvernance. très bien. J'ai la chance quand même de faire 26 ans dans le secteur privé sénégalais. 26 ans et aussi ouest-africain. L'État a beaucoup réformé. Mais les réformes, sans stratégie, ça ne marche pas. Sans plan d'action, ça ne marche pas. Il nous faut un cadre de gouvernance et nous avons trouvé notre cadre de gouvernance. On l'a plaidé avec notre mieux. C'est pour ça qu'on ne se plaint pas maintenant. Demain, le 12 c'est après-demain, on met en place notre Conseil national d'industrialisation. C'est nous qui l'avons pensé. Vous savez, la chose la plus importante, c'est l'adhésion. Quand quelqu'un adhère à quelque chose, quand quelqu'un participe à la conception de quelque chose, c'est-à-dire, il devient militant de cela. Et de cela qu'il s'agit pour pouvoir relancer l'industrie. Parce que l'industrie, Ousmane l'a dit, l'industrie a son écosystème. Et l'écosystème, l'État se trompe d'habitude. Non, il faut des incitations fiscales, exonération douanière. Non, ça, c'est les derniers éléments. D'abord, il faut que les gens puissent avoir le foncier. Vous avez un terrain du domaine national. Moi, j'ai un terrain, en tout cas, à Diamniadio.
Depuis 2002, je n'arrive pas à avoir le titre foncier. Je cours derrière, mais je ne lâche pas. 2002 à maintenant, ça fait combien? 24 ans. Et beaucoup de Sénégalais mettent ce parcours pour pouvoir titrer un papier. Deuxième chose, la logistique. Moi, c'est seulement au Sénégal où j'ai vu des unités industrielles non connexées au ferroviaire ou bien non connexées au port. Troisième chose, la protection contre les pratiques déloyales. C'est-à-dire qu'on doit avoir une autorité de régulation. Ousmane dit qu'il faut transformer les matières africaines. Mais je vous assure, c'est un problème. Quand vous transformez, mais vous allez voir à côté un commerçant qui, lui, ne respecte rien du tout et que vous faites l'objet de matraquage fiscal. Je parle de l'employabilité. En tout cas, on peut en dire, mais tout ça, le problème, c'est la gouvernance. Je Une vous fois qu'on remercie. règle le problème de Je gouvernance, vous remercie beaucoup, M. Sen. Alors, Monsieur le DGA de Jazz Industrie, en quelques secondes pour clôturer ce panel. Oui, alors ce panel a été très intéressant par rapport à le fait de pouvoir donner la parole aux industriels. Nous, ce qu'on pourrait juste dire, c'est pour créer des champions nationaux, et moi je dirais régionaux, internationaux, c'est de pouvoir développer, accompagner, parce qu'on dit toujours trop d'État tue l'État. Nous, si on a trop de contrôle, l'État doit nous accompagner, mais avec parcimonie, comme on dit. À un moment donné, il faut qu'on puisse laisser s'exprimer, comme disait M. Sen, hein, laisser s'exprimer et l'accompagner, le tissu industriel par ces instances, comme disait M. Sen, mais surtout permettre de diminuer l'emploi par les services et les investissements publics, mais développer et permettre de développer l'emploi par l'industrie. C'est ça qui développe une société. Toutes les grandes sociétés internationales, tous les grands pays se sont basés sur déjà leur production locale, ce qu'ils ont en matière première, les développer, les transformer. Monsieur a parlé de Dangote, la raffinerie, qui est maintenant devenu un success story mondial, qui maintenant exporte jusqu'en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on doit pouvoir, au Sénégal, développer la transformation de nos produits locaux dans l'agro-industrie, dans l'industrie minière. On parle du fer, on parle d'autres, et s'approprier nous-mêmes, en tant que Sénégalais, avec évidemment l'aide de l'État, appuyer on va dire, les mini-champions et à les aider à devenir des champions nationaux, mais surtout régionaux, parce que le CEDEAO, ça fait 400 millions de personnes quand même. Ben, merci à tous. Vraiment pour ces... Merci d'applaudir toutes ces personnalités avec ces recommandations très fortes. Ces échanges nous ont permis vraiment de reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire afin d'avoir un tissu industriel créateur d'emplois durables. Alors, chères mesdames, je vous laisse la parole.